Salut à tous, aujourd'hui c'est une vidéo exceptionnelle que je vous propose puisque nous allons suivre l'histoire de la conception de la toute nouvelle Peugeot 408. Nous découvrirons la ligne pilote à Sochaux, qui est l'endroit où on met en place la ligne de production avant que tout soit mis en place à Mulhouse. Nous assisterons au camouflage d'une voiture d'essai, une voiture qui a d'ailleurs été spotée sur la route en mars et qui a fait le tour du net. Puis je vous emmène visiter une soufflerie automobile où nous découvrirons une maquette d'essai en soufflerie, puis nous assisterons au test d'homologation du véhicule final. C'est une vidéo qui est longue et dense, alors prenez un petit paquet de chips, installez-vous confortablement et c'est parti. Aujourd'hui c'est assez exceptionnel, je suis à Sochaux chez Peugeot pour découvrir la nouvelle 408. Alors on est très tôt dans le process, là actuellement on est en février, la vidéo sort à milieu de l'année donc c'est assez fou ce qui est en train de se passer. On va pouvoir faire le tour de cette mini ligne de production qui sert en gros à la mise au point de la voiture avant même qu'elle arrive sur ligne. C'est complètement improbable. Alors je suis pas tout seul pour vous parler de tout ça parce que moi-même je découvre un petit peu tout ce qui se passe derrière moi. Je suis encore extrêmement excité, la voiture je la découvre, vous l'avez déjà vu mais moi je l'ai à peine aperçue là-bas, donc c'est vraiment assez exceptionnel ce qui se passe aujourd'hui. Alors on est avec Ophélie, c'est ça. Donc je te laisse te présenter, tu fais quoi chez Peugeot? Donc moi je m'appelle Ophélie Delport, donc je suis responsable de groupe chez PSA, donc pour le site de Mulhouse. D'accord, ok. Eh je te propose qu'on fasse le tour de la ligne ensemble, que tu m'expliques un petit peu comment ça fonctionne. Que tu m'expliques un petit peu comment tout ça fonctionne. Ok, oui, bien Super, sûr. merci bien. Donc tout au début, on commence donc par recevoir donc, les voitures, donc la caisse en blanc. Donc c'est la voiture qui sort donc, de l'usine de peinture. D'accord, donc ça c'est pas fait ici, tout l'emboutissage, etc. C'est fait directement sur Mulhouse. Sur Mulhouse. Parce que oui, on est à Sochaux, mais cette voiture sera produite à Mulhouse et en Chine. Oui. Donc là c'est juste vraiment la mise en place de la production. On n'est pas du tout à l'usine où sera produite la voiture par la suite. Hein. Il faut savoir qu'au départ, on a des pièces, on a des pièces d'acier, donc une espèce de feuille de papier, où on va donc du coup en fait utiliser le même principe qu'on va dire un moule à gaufres. Donc on a nos moules pour avoir les pièces, on presse. Donc on récupère les pièces. Ensuite on fait un assemblage et on soude. Ensuite on les peint et on reçoit ça. Et donc ensuite la première étape de ce que j'ai compris, c'est la voiture va directement à cet endroit-là et on en démonte les portes. Oui, on commence par démonter les portes parce que c'est plus simple en fait de pouvoir en fait démonter les portes et de faire la zone de préparation plus loin. Parce que si on gardait les portes, il faudrait toujours ouvrir, fermer les portes pour ne pas avoir de problème de dégradation et puis aussi de facilité pour les opérateurs. Et du coup, la voiture est livrée avec ses portes et pour éviter les problèmes de peinture. Hein. Oui, on peint tout pour avoir tous, un peu comme on fait de la peinture à la maison. On fait bien attention d'avoir toujours le même numéro de lot. Là, c'est la même chose, on peint tout pour avoir pas donc de problème de peinture et de différence. Donc la première étape, c'est l'installation des faisceaux, à ce que je vois. Là, dans la caisse en blanc, on est en train d'installer tout ce qui est faisceau électrique. Là, on peut se rendre compte à quel point on a vraiment beaucoup d'électrique dans la voiture. Ouais, tout à fait. Donc là, on voit les branchements pour les sièges, parce que chez PSA, vous aimez bien mettre des sièges ventilés, chauffants, électriques, massants, etc. Donc évidemment, ça demande pas mal d'électronique. Donc ici, on a des portes qui ont été complétées. Et donc ici, le but, c'est vraiment de vérifier que tout se monte correctement, qu'il n'y ait pas de problème de fixation, que tout est propre. En gros, pour être sûr d'avoir la voiture la plus qualitative possible à la fin, une fois qu'elle sera montée sur la chaîne de production. Très bien. Donc là, ici, pas de problème particulier. Les portes ont l'air pas trop mal montées. On sent que ça fait quelques mois déjà que la mini chaîne pilote a été montée, parce que là, on est en février, mais la chaîne tourne depuis novembre, hein, c'est ça ? Oui, depuis fin octobre, oui. Depuis fin octobre, d'accord, très bien. Ouais, donc vous avez eu quelques mois pour vraiment mettre en place le process. Donc là, on est quand même sur quelque chose qui est plutôt bien en place déjà. C'est ça. Et là, je vois quelques pastilles, ça indique certains problèmes peut-être ? Non, en fait, ça indique la maturité des pièces. Et du coup, c'est quoi la maturité de la pièce concrètement ? Mais en fait, à chaque fois qu'on a un problème, on demande des modifications, donc que ce soit pour nous en fait en termes de montabilité, c'est un peu la version quelque part. C'est ça, c'est ça. Ouais, ok. Version 1, version 2, du coup, on a un passillage où on dit le 1, le 2, le 3, on sait en fait quelle itération. Histoire de ne pas remonter des problèmes qui ont déjà été remontés. Ouais, je vois tout à fait. Et on essaye aussi de monter, on monte toutes les 1, toutes les 2, puis après les 3, en fait, le but c'est de ne pas monter du 3 et de revenir à du 2 après. Forcément, oui, d'accord. Sinon on a des défauts qu'on avait déjà. Évidemment.
On abandonne Ophélie 2 minutes pour parler de la plateforme sur laquelle sont montés les trains roulants. En fait, c'est génial parce que c'est une plateforme qui est complètement déplaçable par les opérateurs. Ça regroupe tout l'ensemble du train roulant et ce qui est intéressant de noter, c'est que c'est la même plateforme pour P51, P52 et P54. Ça montre à quel point ces 3 véhicules ont été conçus vraiment conjointement depuis le départ et se retrouvent donc sur la même chaîne de montage. Donc là, on a tout ce qui va être le montage du train roulant. C'est ça. Qui ensuite va être accouplé à la caisse qu'on a vue juste avant. Oui, donc ça, c'est une opération qui est assez importante, j'imagine, qui est assez impressionnante aussi. On va le voir sur les images juste après. En fait, on a la préparation moteur. On a la préparation moteur où on prépare le moteur. On a ensuite donc l'assemblage qui est sur la base, en fait, la base roulante. On va avoir les trains avant, les trains arrière, les amortisseurs, tout ce qui est pot d'échappement et donc tous les organes mécaniques. On va pouvoir donc ensuite, lorsqu'on va faire donc du coup le mariage ou le coiffage, on va en fait vraiment assembler les deux. Et on va visser et du coup on aura donc tous les organes mécaniques de la voiture qui seront justement montés sur la voiture. D'accord, ok. Bon, ça y est, le coiffage est terminé. On retrouve notre 408 qui est ici, donc avec entièrement son train roulant de montée. On a les freins, on a l'axe de transmission, on a vraiment tout ici sur le véhicule. C'est quoi finalement l'étape suivante maintenant à partir de là? Qu'est-ce qu'on va monter sur le véhicule? Donc ensuite on va faire toutes les opérations donc, sous caisse qui sont à finaliser. Donc on va lever la voiture et donc on va faire toutes les opérations qui nécessitent du vissage, des opérations de branchement. Et ensuite on va s'occuper de ce qui est sous capot. D'accord, ok. C'est assez impressionnant de voir ça complètement monté après l'avoir vu complètement séparé quelques minutes avant. C'est assez fou. D'ailleurs, c'est une opération qui, ici, a pris quelques minutes. Le coiffage ici a pris quelques minutes, alors que sur ligne, ça prend quelques secondes. Ce que j'ai compris, c'est vraiment très rapide. Environ une minute. D'accord, ok. Ah, c'est vraiment assez impressionnant. Donc ici, après, on va monter l'armature. On monte pour gabariter et faire en fait la géométrie de la face avant, pour pouvoir ensuite monter donc la serrure aussi. Ouais. Parce que la serrure, on la monte et on la gabarite pour pouvoir en fait fermer correctement le capot. D'accord. Donc, ensuite, quand tu dis gabarité, en gros, c'est de façon à ce que sur ligne ensuite, on soit sûr que la fermeture tombe exactement au bon endroit sur la caisse. D'accord. On a un outil qui nous permet donc de savoir comment en fait la serrure va tomber en face. En face du trou de la serrure. Là, typiquement, on arrive pratiquement sur la fin de la ligne. La voiture ressemble déjà à une voiture. Elle a ses roues. Elle a la plupart de sa carrosserie. Les pare-chocs sont montés. On n'a pas encore les sièges, mais une bonne partie de l'intérieur est déjà en place. Donc là, on est quand même pas mal avancé sur le processus de fabrication de l'auto. On est sur les deux derniers postes, en fait. Donc, on a monté le pare-choc. Le pare-choc arrière. On a monté le pare-choc avant, donc qu'on a vu juste avant. Donc les roues. Et donc on va finaliser, lorsqu'on va envoyer cette voiture, on va finaliser par monter les enjoliveurs d'ailes qui ne sont pas encore montés. On va remonter les portes avec les protecteurs inférieurs de porte. Et on va monter les sièges et faire les petites finitions qui restent, les petits monogrammes et puis le joint capot. Et ensuite la voiture elle sera prête à démarrer et on pourra l'envoyer dans le système qualité, mais sinon il n'y a plus d'opération de montage à réaliser, un client pourrait la prendre et partir avec. D'accord, ok. Donc typiquement c'est ici qu'on va vérifier si on n'a pas des panel gap qui sont trop importants, des choses comme ça. Donc là par exemple on voit qu'on a quelque chose d'extrêmement fin. C'est assez quali. Moi j'aime beaucoup ce que fait Peugeot dernièrement sur ce genre de panel gap, c'est assez impressionnant. D'ailleurs, j'ai pu discuter avec la personne qui s'occupe de vérifier ces panel gap et c'était, ma foi, assez intéressant. Ici, là, il faut que le feu soit rentré, d'une part rentré, pour que ça soit joli et aérodynamique. Donc on vérifie comme ça avec la cale de 2.5. Hop. Donc c'est bon, elle ne grimpe pas sur l'aile, donc on est bon. Si d'accord, ouais, là tu jauges le décalage vraiment entre le phare et l'aile. Ouais. Donc l'affleurement en fait, entre le phare et l'aile, le proche et l'aile. Donc là on est bon parce que si on prenait une cale plus petite par exemple, si on prend 2 mm, on va tout de suite voir la cale qui monte sur l'aile. Ouais, on le sent. Ah oui, exact, elle se décolle du phare. Donc là, on le voit bien. À 2, ça décolle. À 2,5, ça décolle pas.
Et donc on a une tolérance maxi de 2,5. D'accord. Là, c'est bon. Ouais. Là, on est bon. D'accord. Et en jeu, il faut absolument qu'il y ait du jeu entre le proj et l'aile. Ouais, s'il n'y a pas de jeu, en gros, le phare vient frotter sur l'aile et ça peut créer des éclats de peinture, quoi. C'est des éclats de peinture, ouais. Des D'accord. écailles de peinture. Ouais, La je vois. peinture s'en va, donc là, impeccable. On voit qu'on passe notre millimètre ici. Ouais, nickel. Et ça, c'est vérifié tout autour de la voiture, j'imagine. C'est-à-dire Sur chaque véhicule. là, entre les séparations, etc., c'est vérifié partout, quoi. Ouais. D'accord. Sur le véhicule que sort l'ATP, on vérifie ça. Et c'est surtout l'idée, c'est que ça soit reproductible sur tous les véhicules qu'on fait. Pour qu'après, on n'aille pas à vérifier à chaque fois, mais qu'on soit sûr que ce soit bon, en fait. Donc Oui, c'est vérifié tout à fait, périodiquement. Quand on sera en usine, ça sera vérifié périodiquement. Ouais, c'est ça, Ici, c'est ce que j'allais dire, même sur chaîne ensuite, une fois que la production est lancée, c'est vérifié assez régulièrement, histoire d'être sûr qu'il n'y a pas de souci, quoi. Tout à fait. D'accord, ok. Et donc ce pare-choc arrière, qui finalement n'est pas encore tout à fait la pièce finale, parce qu'on n'a pas du tout de grain dessus. Non, Donc elle va là, être grainée ensuite. Là, on peut voir un petit peu qu'on est encore en phase de mise au point, que tout n'est pas encore totalement finalisé, quoi. Oui, on attend de faire les dernières modifications, donc s'il y a encore des modifications, avant de lancer le sablage ou le grainage pour être sûr d'avoir la bonne texture pour les pièces. D'accord. Parce qu'une fois que les moules sont grainés, il n'y a plus de retour en arrière possible, hein, Non. c'est ça. Très bien. Et à quoi vont servir ces parties là sur les côtés? Pourquoi on installe ça sur les ailes? On installe ça sur les ailes pour éviter tout défaut en fait, qui pourrait donc abîmer la voiture. On a beaucoup d'accès surtout à l'avant avec les visseuses, surtout en ligne. Donc ouais. pour éviter d'abîmer, en fait, on a des protecteurs qui sont là pour protéger, éviter tout coup. D'accord, c'est dans le cas où les opérateurs viennent déformation. se pencher sur les ailes, etc. Avant de quitter la ligne, j'ai vu que ça s'activait pas mal autour d'une carrosserie d'une 408 noire. Et je me suis un petit peu demandé pourquoi il y avait autant d'effervescence. En fait, c'est génial puisqu'on est en face d'un cas pratique de pourquoi cette ligne pilote existe. On va voir qu'ils ont détecté un défaut sur une carrosserie et vont essayer de comprendre pourquoi ce défaut existe. Alors typiquement ici, on a un souci qui a été remonté en début de chaîne sur une sorte de jour qu'il y avait entre un joint et la carrosserie. Et on essaie de détecter si jamais c'est cette pièce-ci qui a un léger défaut ou si jamais c'est une autre pièce. En gros, c'est un petit peu ça. On essaie de trouver d'où vient le problème. Et pour cela, on a un scanner 3D laser qui nous permet de recréer exactement la pièce en 3D et de vérifier si les cotes sont exactes et si elles sont conformes à la conception d'origine finalement. Histoire de détecter d'où vient le souci, si ça vient des outillages ou si ça vient de la conception. Le rouge, ça va être pas bon dans un sens et le bleu, mauvais dans l'autre sens. D'accord, ok. Donc là, typiquement, tout ce qui est vert, c'est juste. Et là, par exemple, on va avoir des zones rouges ici. Ça, c'est des jaunes qui sont un petit peu hors tolérance, quoi. Voilà, ça veut dire qu'on est en écart par rapport à la définition 3D de la caisse. D'accord, ok, je vois. Donc ouais, là, ça va vous aider à déterminer où se trouve exactement le souci pour faire remonter l'information, que la pièce soit modifiée et que la prochaine, vous la receviez juste, quoi. Exactement. D'accord, ok. C'est un outil qui est extrêmement visuel en fait, parce qu'on peut voir très facilement visualiser l'écart qu'il y a sur la pièce en fait. Tout à fait, ouais. Plus ça devient vers le violet en l'occurrence, moins c'est bon. Oui, parce que Ou vers c'est le pas, rouge. c'est pas que rouge ce qu'il faut. En fait, nous, ce qu'on veut, c'est dans le vert. Plus on va dans le rouge, plus on est dans un écart positif, important dans le positif et dans le négatif également. Voilà. Donc là, par exemple, cette partie bleue, Bon, c'est une partie qui est mauvaise également, quoi. Voilà. D'accord. C'est mettre un point de contrôle pour savoir exactement la valeur si on a une zone vraiment précise qui nous intéresse. On ajoute par exemple un point de mesure ici. Alors tout ce qu'on a vu tout à l'heure qui a été scanné, donc il y avait je sais plus, admettons 100 000 points, à chaque point je peux avoir sa mesure. D'accord, ok. Chaque point pour avoir sa crête. Ouais, c'est vraiment super pratique. Donc là on sait qu'on a un millimètre 44 de défaut. D'accord, ok. Donc potentiellement, le problème viendrait de là, quoi. Voilà. D'accord. Bah, c'est super intéressant. Bah, merci beaucoup. Du coup, on est maintenant à la fin de cette chaîne de montage. Donc les voitures qui sont terminées viennent se positionner là-bas. On les voit tout un petit peu à la chaîne. Et il y en a même certaines qui sont camouflées. Donc celles qui sont camouflées, c'est pour continuer un petit peu la mise au point, c'est pour aller les rouler sur route et pour être sûr qu'on n'a aucun souci particulier. On va vérifier quoi d'ailleurs dans cette phase-là?
on la fait rouler, donc on vérifie si en termes de bruit, on n'a pas des petits défauts que l'on peut entendre et donc des choses à améliorer. On regarde aussi si au niveau des performances et de toute la fonctionnalité, on a bien tout ce qui est attendu pour garantir le meilleur niveau de qualité pour le client et que l'on puisse avoir le niveau de qualité attendu pour pouvoir vous délivrer la meilleure voiture. Ouais, ok, là c'est vraiment le test final pour vérifier que tout va bien. D'accord. Bah, moi j'ai toujours été très curieux de voir comment se passe le camouflage d'un véhicule. Donc je vais aller voir ça. Bah écoute, merci de m'avoir suivi jusque-là. Et puis à plus tard. Bye bye. Désormais, je vous avoue que je réalise un petit peu un rêve de gamin puisque nous allons suivre le stickage, en gros le camouflage de cette 408 afin qu'elle puisse sortir dans la rue sans que vous puissiez en reconnaître les formes. Donc là, c'est vraiment exceptionnel pour moi d'être témoin de ça. On va pouvoir suivre entièrement la préparation de ce véhicule. Et du coup, on n'a que des rectangles de cette taille ou t'en as des plus grands aussi? J'en ai des plus grands aussi, là, ils sont plus longs. D'accord, ok, ouais. Après, on en met au dos, ils sont encore un peu plus longs. Là, on a des flancs pour cacher au niveau, puis après la découpe au niveau de la poignée. Ouais, exact. Donc, ça dépend de comment est fait le véhicule. Là, en haut, on a pour l'antenne. Et devant, je vais venir mettre pour cacher comme ça. D'accord, ouais, donc il n'y a rien qui est laissé au hasard, quoi. C'est vraiment. On voit un peu les maquettes avant et puis après on réfléchit à comment bien masquer. Ok. C'est tout ça, quoi. Ok. Alors le camouflage de cette voiture avance pas mal, c'est le projet P54. La première chose qu'on vient faire, c'est camoufler le nom de la voiture. Parce que ça, c'est le plus important actuellement, il ne faut surtout pas que le nom sorte. C'est pour ça que ici, tout le monde appelle ce véhicule le projet P54. Ensuite, comme c'est une voiture qui va sortir sur route, il faut absolument que toutes les parties distinctives du design soient cachées. Donc on vient mettre ces parties un petit peu en plastique qui sont en fait des Akilux. Je viens à peine d'apprendre comment on appelle ça. Donc je suis assez content. Ce sont des Akilux qu'on vient mettre sur toutes les parties en gros qui sont vraiment distinctives en termes de design. Donc on a forcément les ailes, on a toute la partie avant avec la calandre. Ici on est sur une version GT comme vous pouvez le voir avec les feux très fins. On va venir mettre un Akilux ici également. Ensuite c'est assez simple, hein. Ici c'est juste du covering. En fait ce sont simplement des rectangles de covering comme ça, comme sur n'importe quel covering, simplement ils sont venus poser un petit peu comme ça sur le capot, on l'a sur tout le tour de la voiture. Et on a une version également de ce covering qui est micro perforé ici sur les parties vitrées, histoire de quand même pouvoir voir à travers, ce qui peut être utile lorsque l'on conduit un véhicule. C'est super intéressant de voir où sont placés les Akilux parce qu'on peut comprendre où le style a vraiment beaucoup travaillé. Donc on voit que toute la partie du toit est super importante à cacher par exemple. On voit également qu'il est important de venir cacher toute la partie arrière ici, qui est une sorte de petit béquet qui vient se fondre dans la malle arrière. Et ça c'est assez distinctif de ce modèle. Il était important de le cacher. Au niveau des feux arrière, on ne vient laisser qu'une toute petite partie, puisque légalement, j'imagine qu'on est obligé de laisser une partie visible, mais tout le reste du feu est vraiment distinctif, donc il était important de le camoufler également. Donc le camouflage d'une voiture complète, ça prend quand même pas mal de temps. Ici, la face avant est pratiquement terminée, mais il reste encore tout le côté, tout le toit, etc. À camoufler, de façon à ce que si vous la croisez sur la route, vous ne puissiez pas en reconnaître ces formes distinctives. Et le camouflage ne se limite pas à l'extérieur, mais on a également toute la partie intérieure qui est camouflée, histoire que vous ne puissiez pas voir que c'est à peu près le même intérieur que la 308. Mais ça, en début février, vous n'êtes pas censé le savoir, vous le saurez seulement quand cette vidéo sortira.
Alors derrière nous, on a une voiture qui est complètement camouflée, ça y est, c'est terminé. Et je suis avec Emmanuel qui va nous expliquer exactement ce qu'on va faire avec cette voiture camouflée finalement. Vous avez vu l'ATP, l'ATP ça sert à valider le process. Et au bout de l'ATP, on produit des voitures. Et ces voitures, elles nous servent à valider le produit. Donc ces voitures-là, elles ont une utilisation. Alors, en fait, on va valider toutes les fonctionnalités d'une voiture. Est-ce que les suspensions sont comme il faut? Est-ce que les portes claquent bien? Est-ce que quand j'allume la navigation, est-ce que ça fonctionne? Ça, c'est le plan de validation. Et puis, il y a une partie de ces voitures-là qui partent directement pour faire de l'homologation ou des tests Euro NCAP. Donc, il y a certaines voitures qui vont partir, qui vont être crachées sur des murs. D'autres qui vont participer à des tests de ceinture, des choses comme ça. Et cette voiture qui est stickée, elle est stickée parce qu'elle va sortir dehors, elle va rouler sur route ouverte. Alors je ne sais pas quels essais sont prévus pour cette voiture-là. Probablement de la suspension, du tuning de direction. Et elle est stickée parce que comme elle va rouler sur la route et que la voiture n'est pas encore officiellement dévoilée, il faut qu'on la cache. D'accord, ok. Ouais, le but c'est que personne ne sache à quoi la voiture ressemble, évidemment. C'est pour ça que les stickages sont des figures géométriques qui cachent complètement les formes de la voiture. Et quand vous prenez une photo de la voiture, vous voyez une espèce d'objet uniforme sans voir les lignes de l'auto. Tout à fait. Et ça va même au-delà de ça, puisque j'ai vu sur la phase de camouflage, on vient même ajouter des parties en plastique en dessous du camouflage pour être sûr de venir cacher les formes les plus distinctives du véhicule. Exactement. En particulier, tout ce qui est ligne de style, on préfère les garder pour nous à ce stade. Et effectivement, on les cache par des blocs polystyrène. Ça, c'est pour gêner les gens qui, comme moi, tentent de faire des petits Photoshop pour essayer de détecter quelles sont les lignes. Ça donne du travail à tout le monde comme ça. Exactement, parfait. Et du coup, une fois que la voiture est révélée, que la chaîne de production principale est lancée, que tout fonctionne correctement, toutes ces voitures qui ont été construites ici, qui ne sont pas homologuées, qu'est-ce qu'on en fait? Alors celles-ci, elles sont cafutées. Cafutées, ça veut dire qu'on les détruit. D'accord. Elles ne servent plus à rien. Ok. J'ai vu qu'il y en avait certaines qui étaient gardées ici même sur site à Sochaux pour des petits déplacements entre différentes lignes. Oui. Donc elles ne sont pas totalement toutes détruites? Non, bien sûr. Mais enfin, la majorité des voitures qui de cette phase-là ont malheureusement une destinée tragique. En tout cas, quoi qu'il arrive, on ne peut pas les vendre, ni entières, ni en pièces. Quoi qu'il arrive, ça c'est sûr. La faculté de vendre les voitures vient beaucoup plus tard. Si on appelle les en ligne 2. Et là, effectivement, on peut vendre ces voitures-là. Parce qu'elles sont, d'un point de vue safety, d'un point de vue qualité, elles sont irréprochables. C'est ça. Certains diront que c'est du gaspillage, mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est surtout une raison de qualité. C'est un mal nécessaire. C'est ça, c'est de la qualité et de la sécurité. On ne peut pas se permettre de mettre sur route des voitures qui ne sont pas certifiées et qui ne sont pas totalement finies. Les voitures de pré-série ne sont pas faites pour aller sur la route et être mises dans les mains de nos clients. Elles seraient trop dangereuses. Bon, en tout cas, merci beaucoup pour l'invitation, c'était vraiment génial. Moi, j'ai adoré découvrir tout ce qui se passe ici. C'est un endroit qui est assez merveilleux quand on est fan d'automobile. C'est super de découvrir ça, donc un grand merci à vous de m'avoir invité. Bienvenue Laurent. Merci bien. Une partie de ces prototypes ne part pas camouflés sur la route, mais part plutôt par camion bien caché pour faire d'autres tests. Notamment, il y en a certaines qui partent en soufflerie. Et ça, c'était vraiment de la folie. Salut à tous, alors aujourd'hui je vous invite dans une soufflerie automobile industrielle. On va découvrir comment ça fonctionne et à quoi ça sert. Derrière moi c'est un énorme ventilateur, je vais tout vous expliquer. Allez c'est parti. Déjà il est intéressant de comprendre qu'une soufflerie fonctionne en circuit fermé. C'est-à-dire que l'énorme ventilateur qui est derrière moi se trouve ici sur le plan. La voiture on la place plutôt dans cette salle face à la turbine. L'arrière de la turbine est particulièrement profilé, on est tel une goutte d'eau quelque part pour pouvoir avoir quelque chose de plus aérodynamisme possible. Alors peut-être que vous vous demandez si c'est une coquille vide ou si c'est une coquille pleine. En tout cas, moi c'est la question que je me suis posée. Du coup, je leur ai demandé si on pouvait entrer à l'intérieur. Et bien sachez qu'il y a des escaliers en dessous de la turbine pour pouvoir entrer dans la coque. Et à l'intérieur, c'est ni vide ni plein. En fait, c'est effectivement une coquille, mais à l'intérieur, il y a les moteurs électriques chargés de faire tourner la turbine. Je n'imagine même pas le boucan que ça doit être là-dedans lorsque tout est activé à pleine puissance.
Le but de ce système, c'est d'avoir le flux d'air le plus régulier et le plus propre possible. C'est pour cela qu'il y a différents systèmes de filtration et de pales qui permettent au flux d'air d'être extrêmement homogène et de représenter au mieux les conditions réelles. Par exemple, ici nous sommes devant le filtre principal. Si on regarde bien, on peut apercevoir une 408 derrière ce filtre. En effet, une si grande soufflerie va lever pas mal de poussière et pas mal de détritus, même en circuit fermé. Pas mal de choses qui se mettent à souffler là-dedans. Donc cet énorme filtre est vraiment nécessaire pour éviter toute perturbation dans les calculs. Dans la salle principale de la soufflerie, le véhicule à tester est fixé grâce à des vérins sur une plaque tournante. Alors vous allez me demander pourquoi une plaque tournante ? Et pourquoi fixé par des vérins? En fait, c'est pour pouvoir tester toutes sortes de situations. Par exemple, la plaque tournante va pouvoir permettre de mettre le véhicule non pas face au vent, mais par exemple à 45 degrés pour pouvoir tester des situations où le vent n'est pas de face. Et les vérins, ça va pouvoir permettre de mettre la voiture en situation de freinage d'urgence, par exemple, avec le nez qui va complètement plonger vers l'avant et l'arrière du véhicule qui va remonter. Ce sont des situations réelles et il faut absolument que le véhicule reste neutre aérodynamiquement dans ce genre de situation. Il ne faudrait pas que ça crée une perte de contrôle. On va également pouvoir faire toute une batterie de tests sonores pour voir si la voiture ne crée pas des bruits de vent, notamment au niveau des essuie-glaces, au niveau des rétroviseurs, etc. Parfois, les voitures sifflotent un petit peu. Ici, on a toute une batterie de micros qui se trouve au plafond afin de vérifier que aucun bruit de vent n'est détecté sur cette voiture. Évidemment, vous vous doutez bien que ces tests ne sont pas réalisés que sur les modèles finaux. Ce serait complètement bête d'avoir tous les outillages qui sont prêts pour se rendre compte qu'en fait, il y a plein de bruits de vent, c'est pas aérodynamique, rien ne fonctionne. Donc évidemment, avant tout cela, les tests sont réalisés sur une maquette échelle 1. Et en fait, ce qui est génial, c'est que tout est interchangeable sur cette voiture pour pouvoir tester plusieurs pièces et pour pouvoir notamment vérifier que d'autres pièces ne sont pas plus aérodynamiques. L'échelle aussi, on peut faire du plug and play en fait, différentes formes. Le dessus aussi, le diffuseur est modifiable, les enjoliveurs de passage de roue. Et à l'avant, c'est surtout le rétroviseur, pied de rétro et toute la diversité aussi de la montée en gamme de la voiture. Donc là, vous avez la configuration exactement comme celle que vous avez en veine. Et devant, vous avez les feux et la grille de la version entry ou mainstream. Donc cette maquette-là, on appelle ça une maquette semi-creuse. Donc semi-creuse, pourquoi? Parce qu'elle est presque représentative d'un véhicule série, c'est surtout que toute la partie habitacle est fermée, clos. Si on dit semi-creuse, c'est surtout parce qu'on est représentatif au niveau des étanchéités. Donc le capot ici, c'est une pièce en carbone, en fait, pour justement pouvoir tester, mesurer l'impact des joints et de tous ces écoulements. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le style est responsable de 50% de la performance aérodynamique. Ce petit bec, justement, c'est pour quand on est en assiette de freinage qui génère assez d'appui. Et ça, c'est vraiment une limite qu'on nous donne sécuritaire pour quand même garder la traînée la plus faible possible. Il y a tout ce genre d'éléments. Pareil, cet élément-là qui, pour un véhicule fastback, physiquement parlant, n'est pas utile pour nous. C'est un véhicule vraiment très aérodynamique qui n'aura jamais ce genre d'éléments. Et ça, c'est une volonté style très forte depuis le début du projet. C'est quelque chose qui est depuis le début du projet. Et on a travaillé ensemble pour que ça reste important pour le style, que ce soit visible et que ça donne une identité à la voiture, mais que ça ne vienne pas perturber l'aérodynamique de la voiture, qui doit rester un fastback et quelque chose de très compliqué. Donc aujourd'hui, ces éléments-là, qui sont forts stylistiquement parlant, ne coûtent rien en termes de performance aérodynamique. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous raconter sur la mise en place de la production de cette toute nouvelle Peugeot 408. J'espère que ça vous a plu, j'espère que la vidéo était pas trop longue. En tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, dites-moi si ce genre de vidéo vous plaît. En tout cas, moi j'ai vraiment adoré faire ça, adoré pouvoir, telle une petite souris, me pointer chez Peugeot pour aller voir un petit peu ce qui se passe avant tout le monde. C'était génial, un véritable rêve de gosse, et j'espère que la vidéo vous a plu. Allez, comme d'habitude, je vous invite à en regarder d'autres et à vous abonner si c'est pas déjà fait. Allez, bye bye.